d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, Tom, Éric Girard a dit au Front commun hier, on n'a plus de bonbons à vous donner. On les a déjà toutes donnés aux autres. On n'a plus de bonbons à vous donner. Il ne m'entend pas. Alors, on va commencer avec Jean-François. Qu'est-ce que tu penses? C'était une position de négociation du gouvernement en disant, là, vous allez maintenant avoir des demandes un peu plus réalistes parce que vos demandes sont très réalistes. Si on veut vous donner ce que vous demandez, on devra endetter la province. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, ce qui est intéressant dans la mise à jour économique, c'est qu'on se rend compte que même pour ces autres priorités, comme le logement, on met 900 millions dans le logement, 900 millions du fédéral, ça fait 1,8 milliard. Bon, c'est bienvenu. Ce qui fait pour le changement climatique, pour les municipalités, ce qui fait pour tout, en fait, il le prend dans sa réserve. Il y a une réserve, on dit toujours, on va garder 2 milliards, peut-être 3 par année pour les coups durs. Là, des coups durs, il y en a de plus en plus avec les feux de forêt, on n'avait pas prévu ça, des inondations, on n'avait pas prévu autant. Bon. Mais là, pour faire ces mesures, il utilise donc sa roue de secours. Et là, il dit, là, il n'y a pas de deuxième roue de secours prévue pour le secteur public. Mais là, tu es dans le secteur public, tu dis, attention, là, pour l'instant, votre offre ne me permet pas de survivre à l'inflation. Et tu es en train de me dire que l'an dernier, puis l'année d'avant, quand tu savais que cette négociation s'en venait, puis que l'inflation montait, tu n'as pas organisé tes affaires de façon à pouvoir nous protéger contre l'inflation? Mon gars, c'est ton problème. Tu iras emprunter. Tu as mal organisé tes affaires. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ce que je trouve le mieux dans les mesures annoncées hier, c'est que sans décider d'envoyer des chèques supplémentaires, il y a une indexation automatique de toutes sortes de choses qui aident les plus démunis. Les allocations familiales vont augmenter de 5 à 6 %. Ça, c'est automatique à cause de l'inflation de l'année précédente. L'aide sociale va augmenter de 5 à 6 %. La prime au travail va augmenter de 5 à 6 %. Le remboursement, ce qu'on appelle la contribution solidarité qui rembourse la TPS et la TVQ et plus, va augmenter de 5 %. Et donc, pour une famille, par exemple, très pauvre qui a 20 000 $ de revenus, ils vont recevoir 2 000 $ de plus dans l'année par tous ces chemins-là. C'est 10 % d'augmentation de revenus. Tu sais, c'est considérable. Et pour presque toutes les familles, ça va être à peu près ça, 1 500, 2 000 $ de revenus supplémentaires. Ça, c'est bien, OK? Mais là, ils disent, j'ai indexé tout ce monde-là, mais vous, les travailleurs de la fonction publique, je vous indexe pas. Là, c'est pourquoi on est les seuls, tu sais, qu'on n'est pas indexés. Alors, moi, je pense que la situation, elle est intenable parce que, évidemment, la pire chose qui peut arriver, tant qu'ils proposent pas l'indexation, donc la protection du pouvoir d'achat, rien ne se passera sauf une grève générale illimitée, puis ensuite une loi spéciale qui dégraderait encore plus la qualité du service, parce que ça démoraliserait les employés qui sont déjà en difficulté. Le Front commun peut dire au gouvernement, vous le saviez que les négociations avec le secteur public s'en venaient, vous le saviez, puis pendant ce temps-là, vous avez donné des chèques à droite et à gauche. Est-ce que tu comprendrais le Front commun de répondre ça? Tout à fait. Ils étaient en train de vider le pantry expressément pour pouvoir se retourner de bord. On dit, il n'y a plus rien dedans. Je peux pas t'aider. Tu as un job avec sécurité de travail. Compte-toi chanceux parce qu'il y en a bien qui perdent leur job de ce temps-ci. C'est un peu ça la stratégie. Mais Éric Girard, en entrevue avec notre ami et collègue Paul Larocque hier à la Joute, ne pouvait pas être plus clair. Il a une marge de manœuvre. Là, il a essayé de patiner quand Larocque lui a demandé, aucun coussin, aucune réserve. Il y a toujours des manières de... Donc, ils vont bonifier leur offre, mais c'est pour essayer de rendre digeste quelque chose qui ne l'est pas. Parce que je trouve que Jean-François vient de faire un extraordinaire résumé de la situation. C'est intentionnel que le gouvernement arrive un peu les poches vides à cette négo. Puis, encore une fois, Jean-François a raison de mettre le cercle autour de la tâche de l'incompétence et l'ingérence. Écoute, c'est extraordinaire l'incurie de
la CAQ. M. Legault s'est fait élire. Je ne sais pas combien de fois par jour, Jean-François peut en parler, il était là. Combien de fois par jour le premier ministre, le candidat Legault nous disait « Ah, vous savez, je suis comptable. Je suis comptable, vous savez. Ouais, je suis comptable. Je suis comptable. » Et il le répétait à satiété. Mais là, on apprend qu'il y en a qui... il dit que GND et compagnie, eux, ils dépensent sans compter. Lui, il compte sans dépenser. Parce qu'il veut pas que les fonctionnaires aient leur juste part du gâteau, qui est au moins une augmentation décente pour les pires catégories d'emploi, les infirmières et les enseignants, mais aussi tout le monde, au moins le coût de la vie. Mais Jean-François, parce qu'on est mêlés, là, le Front commun dit le gouvernement nous propose 10,3 %, c'est insultant. Sonia Lebel dit non, c'est pas 10,3 %, c'est 14 %. Alors, qui est le vrai chiffre là-dedans? Là? Ben, les deux chiffres sont vrais. Et c'est très rare que des gens raisonnables disent des chiffres qui sont faux, c'est que les chiffres recouvrent une réalité différente. Alors, le 14 % ça inclut un versement forfaitaire de 1 000 $ que tout le monde recevrait la première année, mais qui n'est pas récurrent, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as dépensé, cette augmentation de salaire-là ne revient plus. Et ils disent aussi, bien évidemment, on veut donner beaucoup plus d'argent aux infirmières qui travaillent le soir puis les fins de semaine, entre autres. Puis ça nous coûte de l'argent. Alors, on met ça dans la totalité de ce qu'on vous offre, OK? Mais pour ceux qui travaillent pas, qui sont pas infirmières, qui travaillent pas la fin de semaine, ben eux, ils vont juste avoir l'augmentation de 10 % qui n'est pas suffisante pour couvrir l'inflation. Pas l'inflation à venir, c'est aussi l'inflation des 2 dernières années qui ont été les pires, qui couvrent parce que le contrat à renouveler couvre ça. Il y a aussi une différence entre les deux, c'est que les syndicats demandent un contrat de 3 ans et le gouvernement offre 5 ans. Moi, je suis d'accord avec le gouvernement. On devrait régler pour 5 ans. On ne va pas refaire ça tous les 3 ans, s'il vous plaît. Tom, quand on dit le Front commun dit oui, mais l'inflation, eux autres disent oui, mais l'inflation va tomber. Là. C'est à 4 %, ça va être à 2 %. Donc, on ne vous donnera pas une augmentation en tenant compte d'une inflation à 4 % lorsque l'inflation va être à 2 %. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, tu n'as qu'à le définir. C'est pas un gros débat. Pas besoin de faire une chicane là-dessus. Tu définis qu'est-ce que tu entends par coût de la vie, comment c'est mesuré, et tu l'inclus dans les salaires à venir. Tu n'as pas besoin de le déterminer d'avance. Et Richard, pose-toi la question autrement. Il y a 3 ans, dis-moi un économiste qui avait prédit une inflation à 8 %. Est-ce que tu en connais? Moi, j'en connais pas. Alors, si les économistes aujourd'hui savent, ce qui est du pure bullshit, ils peuvent pas savoir que ça va être 2 %. Ils supposent qu'avec les mesures restreignantes, que ça va baisser, machin, mais ils peuvent absolument pas le prédire. Donc, tu l'inclus, tu le définis dans ta convention collective, puis le tour est joué. Tu disais les tantôt... syndicats, Richard, les syndicats sont d'accord pour dire, regardez, on va se fier sur Statistique Canada. On ne le mettra pas dans la convention de chiffres. On ne va pas essayer de deviner. On attendra les chiffres, puis vous nous donnerez ce que Statistique Canada dit. Ben ça, c'est très correct. Mais Jean-François, tu disais tantôt, tu te mettais dans la peau des gens du Front commun en disant au gouvernement, ben c'est votre problème, vous n'avez rien qu'à vous endetter pour nous donner l'augmentation qu'on veut. Est-ce que tu penses que les gens seraient prêts à ça? Les Québécois, est-ce que les Québécois disent, ben oui, endettez-vous pour leur donner ce qu'ils veulent? Ben, endettez-vous. Ce que ça signifie, c'est que là, il nous a annoncé hier qu'on allait revenir à l'équilibre budgétaire en 4 ans. Ben, on peut revenir à l'équilibre budgétaire en 5 ans ou en 6 ans. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de dire, bon, on essaie de revenir à 30 % de dette sur notre richesse collective d'ici quelques années, ben, plutôt que de l'atteindre, là, je me souviens pas, est-ce que c'est en 6 ans? On va l'atteindre en 8 ans. Et l'autre question, c'est, ben, on met 4 milliards par année dans le fonds le fonds des générations. Ben, si on a besoin d'1 milliard de plus, ben, on va en mettre juste 3 milliards par année. On n'est pas sur le bord de la faillite, là, au Québec, là. Nos finances publiques sont parmi les meilleures en Amérique du Nord. Alors, il y a toutes sortes de façons d'aller chercher un peu plus d'argent. Tom, je veux aborder un sujet avec toi. Tu m'as proposé ce sujet-là que je trouve intéressant. Tu dis que la sécurité du pays, elle est mal défendue. Écoute, au cours des 2 dernières années, un comité parlementaire conjoint entre la Chambre des communes et le Sénat se penche sur le cas de la Gendarmerie royale du Canada.
Et pour le dire en termes simples, il n'y a rien qui va plus dans la gestion de la GRC. Bon, si on aime bien le carrousel, puis les chevaux, puis les gens qui sont habillés en rouge pour les cérémonies, on pense pas plus que ça à la GRC. Mais à travers le Canada, il y a juste le Québec et l'Ontario. On peut ajouter le Royal Newfoundland Constabulary là-dedans, mais il y a vraiment juste 2 grosses provinces organisées avec une police provinciale, c'est le Québec et l'Ontario. Et à travers le Canada, quand vous êtes à Dauphin, au Manitoba, ou que vous êtes à Surrey, c'est des centaines de milliers de personnes, c'est Laval comme banlieue de Vancouver, la police locale a toujours été la GRC. Là, les provinces, le fédéral essaient d'enlever ce rôle-là dans ce qui est autrement plus organisé que des régions rurales. Mais c'est une historique. C'est là depuis 150 ans. Puis les gens regardent ça comme faisant partie de l'histoire. Mais personne ne s'est jamais penché sur le cas de la gestion. Est-ce qu'ils sont capables de remplir leur mandat? Et ce rapport est dévastateur. Et ça confirme quelque chose que moi j'ai su comme avocat. J'ai eu à travailler sur le dossier de la réalisation d'un syndicat pour la GRC, parce que c'est le seul corps de police au Canada qui n'avait pas le droit de se syndiquer. Ça a finalement été permis par une décision de la Cour suprême. Mais je peux juste te dire que moi, je savais, parce qu'on pataugeait là-dedans tout le temps, en haut lieu, là, la GRC, c'était de l'incompétence par-dessus difficulté, par-dessus erreur. Ça marche pas. Et comment tu peux être à la fois le FBI puis le shérif local d'une petite bled en Caroline du Nord? Tu peux pas. Soit tu es le FBI, soit tu es le shérif de la petite bled. Et c'est ça qu'on essaie d'avoir avec la GRC. Et c'est là-dessus qu'ils ont jeté une lumière. Et c'est rare que les 2 chambres de Parlement se penchent sur un dossier comme celui-là. Mais le rapport, comme je dis, Richard, est vraiment mauvais pour la GRC et sa gestion. Écoute, Jean-François, je t'amène sur un autre sujet, parce que hier, tu parlais là, de cette proposition de l'Université Concordia, McGill et Bishop, là, de donner des cours en français, des cours en français à leurs étudiants. Je lisais sur Twitter Frédéric Lacroix, le chercheur indépendant là, qui fait toutes sortes d'études sur le français, et il dit, Jean-François Lisée a tort, parce que c'est pas quelques cours. Il a dit, il a raison. Il a raison et il est tort. Mais là, je prends le côté. Je vois ça, t'es un peu biaisé, là, ton affaire. Mais il n'est pas d'accord avec toi en disant, écoute, c'est pas quelques cours de français qui vont faire vraiment la différence. Est-ce que tu as des choses à répondre à Frédéric Lacroix? Écoute, je trouve que Frédéric fait une contribution inestimable à notre connaissance de la dynamique linguistique dans les écoles du Québec. Il continue à le faire et je le salue. Mais on a ce désaccord là-dessus. Est-ce qu'une université anglophone est en soi anglicisante? Évidemment. C'est une université anglophone. Tu sais, c'est comme tu dis, à Toronto, peu importe le nombre de cours de français ou d'espagnol ou de chinois que tu vas donner à Toronto, la ville est anglicisante, bien sûr. Alors, notre choix, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte que dans cette institution anglophone, tous les diplômés sortent avec une connaissance opérationnelle du français? Est-ce que c'est mieux ça que ne pas l'avoir? Bien, évidemment que c'est mieux ça. C'est de ça qu'on discute. McGill ne sera jamais une institution qui est en soi francisante, mais on peut faire en sorte que au moins ces diplômés puissent, comme langue seconde, la plupart d'entre eux, ne pas imposer l'anglais langue commune. Ce que je dis, c'est que chaque année au Québec, des milliers de diplômés de Concordia et de McGill sortent avec une connaissance faible du français, arrivent dans les bureaux d'avocats et autres à Montréal, et puisqu'ils baragouinent le français, les francophones disent, regarde, on n'a pas le temps, là, on va tous passer à l'anglais pour être efficace. Alors ça, si on peut casser ça, ça va être un gain considérable pour le français langue commune. Tom, tu écoute, je juste me permettre de dire que peut-être dans une discussion générale, ça a sa place, mais l'exemple était singulièrement mal choisi parce que la faculté de droit de l'Université McGill, même si tu arrives du fin fond de Orangetown en Ontario, là, à la fin de la première année, tu es en train de prendre des cours de droit à McGill en français. Donc, tu sors pas de la faculté de droit de McGill sans maîtriser le français, c'est pas vrai. Et tu t'en vas pas dans un bureau d'avocat à Montréal. Si tu baragouines le français, ils vont pas t'embaucher, même si tu es la plus grosse crack en impôts et en sujets complexes comme ça. Non, ça c'est pas vrai. Pour ce qui est de l'analyse, moi, ce que j'ai trouvé rafraîchissant dans cette histoire-là, parce que il y a des bouts que j'aimais pas, parce que les experts, là, on peut penser à Jean-Pierre Corbet, il y a 30 experts qui produiront
au cours des prochains jours une étude massive de la réalité linguistique du Québec et de Montréal. Et oui, il y en a qui ont une mission dans la vie, mais alors une analyse de recherche sérieuse, c'est pas quelqu'un qui est sur une mission, c'est quelqu'un qui analyse les faits sur la table. Alors, McGill a un peu embarqué là-dedans, mais l'idée que McGill commence à donner des cours, Concordia et ainsi de suite, ça, c'est une excellente idée. Pourquoi pas les étudiants? Et Tom, t'es pas là le mardi, t'enseignes, mais tu serais tombé en bas de ta chaise hier parce que Jean-François applaudissait à 3 mains la proposition de Concordia, McGill et Bishop. Mais c'est une bonne proposition. Et ça manque depuis 50 ans, cette idée-là. Moi, j'ai connu personnellement des gens qui ont étudié à Montréal, et parce que je les ai croisés plus tard dans mon travail à Ottawa. C'est ah oui, t'as passé 4 ans à Montréal, mais je dis comment ça se fait que tu parles pas français? Oh, I was living in NDG. Donc oui, l'idée de donner des cours de français, c'est une excellente idée, puis c'est bon pour tout le monde. J'ai pas d'argument là-dessus. Bravo. Je suis la 4e main à applaudir avec Jean-François. Mais il y a une chose qui manque depuis qu'ils ont fait la proposition. C'est quoi la réponse du gouvernement du Québec? On a eu une simili-début de peut-être réponse qu'on comprend pas, comme malheureusement beaucoup de choses qui sortent de Pascal Derry, on comprend pas. Mais Pascal Derry a tweeté, il faudrait pas changer de telle affaire. Mais les chiffres disent exactement le contraire de ce que Pascal Derry affirme. Et Jean-François, c'est bien beau d'avoir, de former, je sais pas, des médecins bilingues, mais encore faut-il les embaucher. Ma blonde, elle a été opérée pour la vésicule biliaire à l'hôpital général juif. La chirurgienne qui l'opérait était une unilingue anglophone. Et ma blonde lui a demandé comment ça se fait que vous ne parlez pas français alors que vous êtes dans un hôpital au Québec. Puis elle a dit, well, your government hired me. Oui, Voilà. c'est possible. En ce moment, écoute, sur ce que dit Tom sur le droit, je vais vérifier, puis je vous en reparlerai demain, mais si tu sors à McGill, si tu fais médecine à McGill, si tu viens de l'extérieur du Québec, on te fait passer un test de français sérieux, OK? Si tu as fait ton école secondaire au Québec, au high school, on dit, tu es bilingue. Donc, on n'a pas besoin de te faire passer de test de français. Alors, on sait très bien qu'un très grand nombre de high schoolers ne parlent pas suffisamment bien français pour soigner en français. Ensuite, le Collège des médecins est censé, une fois de temps en temps, de vérifier ton français. Ils ne le font pas. La loi 96, on les oblige à le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien devenir médecin à McGill, aller travailler, évidemment, au CHUM, en ayant une connaissance très, très faible du français et être embauché parce que légalement, si tu as fait ton diplôme d'école secondaire en anglais au Québec, tu es légalement bilingue. Merci à vous deux. On s'en reparlera probablement demain. Merci, bonne journée.